Bienvenue dans Savoir, le podcast Vigne-Vin proposé par l'Institut français de la vigne et du vin. Plongez avec nous dans l'odyssée de la sélection et création variétale, une première saison où nos experts et partenaires vous dévoilent les secrets de l'innovation variétale. Aujourd'hui, ce qu'on connaît comme variété dans les collections, dans les descriptions, dans les bases de données génétiques, etc., ça représente effectivement autour de 6000 cépages. Découvrez comment la science et l'innovation façonnent la viticulture face aux défis de l'agroécologie, du changement climatique et pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. De temps en temps, au détour d'une parcelle, ça nous est arrivé l'an dernier en Gironde, on a trouvé une variété qu'on n'avait pas en collection, un profil génétique unique, dans une très ancienne parcelle. Eh bien, ça titille un peu la curiosité des vignerons et des consommateurs. À chaque épisode, nous explorons un thème en lien avec les variétés et les cépages de la vigne, fruit de 60 ans d'expertise de l'IFV. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne manquer aucun épisode. Allez, c'est parti, préparez-vous à vendanger et à laisser décanter des litres de connaissances. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Savoir, le podcast Vigne-Vin, nous allons nous intéresser aux variétés autochtones. Et pour aborder ce sujet, j'ai la chance d'accueillir Olivier Llobrega, ampélographe, ingénieur agronome qui travaille autour des ressources génétiques de la vigne, des anciennes aux plus modernes. Olivier Llobrega est un grand expert du sujet sur les variétés autochtones. Il est également amateur de musique métal et familier du festival Hellfest. Olivier Llobrega, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, bien sûr. Alors, pour mieux vous connaître et démarrer cet épisode, j'aimerais commencer par cette question. Si vous étiez un cépage, vous seriez lequel et surtout, pourquoi ? Alors ça c'est une question piège pour commencer, parce que justement la diversité de la vigne cultivée est tellement énorme que moi ça m'est absolument impossible de parler d'un cépage. Je parlerai plutôt peut-être d'un groupe, d'un taxon botanique qui est la vigne sauvage, Vitis vinifera sous-espèce sylvestris, à partir de laquelle nos très lointains ancêtres ont sélectionné pendant à peu près 11 000 ans, puisque c'est la date du début de la domestication de la vigne, bien les milliers et milliers de variétés qu'on connaît aujourd'hui et qu'on cultive. Donc je dirais, allez, si j'étais un représentant de la vigne, je serais une souche de vigne sauvage au fin fond d'une forêt du Caucase, pourquoi pas. Le Caucase, et pourquoi ? Parce que depuis longtemps, c'est ce qui était répété, mais qui a été montré par plusieurs études, y compris des études récentes. C'est l'un des deux lieux de primo-domestication de la vigne, c'est-à-dire un des deux premiers endroits dans l'histoire de l'humanité où les hommes, à la place de simplement effectuer de la cueillette de ces raisins qui pendaient dans les arbres, eh bien, ont commencé à cultiver, c'est-à-dire à semer des pépins et à bouturer des bouts de bois donc à domestiquer, comme on le fait pour les animaux, cette espèce pour petit à petit sélectionner tous les traits qui l'intéressaient et aboutir au bout de milliers d'années à des milliers et des milliers de cépages très différents, de cuves, de tables. Voilà. Alors, on va revenir tout au long de cet épisode justement sur cette histoire et l'importance de sauvegarder ces anciennes espèces et ces variétés autochtones. Mais j'aimerais d'abord qu'on reprenne un peu les fondamentaux. Déjà, je vous ai présenté en disant que vous étiez ampélographe. Vous me disiez que ampélographe, c'était un terme qui commençait vraiment à être connu dans le milieu viticole, mais je pense que ça vaut quand même le coup de le redéfinir. Alors, il n'y a pas de diplôme d'ampélographe, c'est un peu une spécialité qu'on travaille et qu'on finit par se déclarer ampélographe à partir du moment où on a des années et des années d'expérience. Étymologiquement, c'est simple, c'est formé à partir de deux mots grecs, ampélos qui signifie la vigne, et graphe qui signifie décrire, la description. Donc c'est en gros la connaissance large de la diversité de la vigne, de ses espèces, de ses variétés, des comportements agronomiques qui vont avec, de l'histoire de ces variétés, de l'histoire de sa sélection, etc. C'est un gros corpus de connaissances qui fait appel à beaucoup de disciplines. Très bien. Et l'autre définition que je voulais qu'on aborde pour démarrer et que tout le monde soit bien au clair, on disait donc on allait s'intéresser aux variétés autochtones. Qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme ? Alors, le terme d'autochtone pour la vigne, il est un petit peu tendancieux parce qu'autochtone, si on revient à la définition, ça signifie qu'on vit à un endroit où on est né, d'où on est originaire. Pour les cépages, c'est très compliqué. Ils ont voyagé,
les cépages sont tous issus d'un semis initial, d'une seule plante qui a été après bouturée, multipliée par multiplication végétative à l'infini. Chaque cépage est parti d'un seul pied au départ. Le terme de variété autochtone est un peu compliqué, on va dire, si on revient à une définition un peu rigoriste. On peut parler de variété historique, inféodée à une région depuis quelques centaines d'années, etc. Et là, on a des traces bibliographiques qui nous aident beaucoup parfois, d'anciens herbiers, etc. Voilà. Donc, une variété, on va dire, locale, pour nous, c'est une variété qui est documentée, qui a un certain nombre de descendants, par exemple, dans sa région de culture, etc., qui attestent de sa longue présence à un endroit donné. Voilà. Oui, parce que si on prend par exemple dans le Languedoc l'exemple du Carignan qui a été abandonné et qui revient, là on parle d'une variété autochtone. Non, pas du tout. Le Carignan, on connaît son berceau d'origine, alors peut-être pas très précisément au niveau de la ville, de l'endroit, mais c'est l'Espagne. Donc le Carignan, il a été transporté en France il y a probablement, même à peu près certainement, il y a plus de 1000 ans, peut-être même encore plus, hein, peut-être pas trop. Il s'est implanté donc loin de son berceau, mais il n'a pas disparu, hein. Le Carignan, il s'appelle Mazuela ou Mazuelo en Espagne. Il est encore présent, hein, dans certaines zones. Et bon, bah, il a fait une belle carrière en France, il a fait une belle carrière dans l'Algérie française, hein. Autrefois, c'était le cépage numéro un, à la fois en France et en Algérie française. Euh, voilà. Mais on ne peut pas dire, là, pour le coup, qu'il est autochtone, y compris à notre pays. Il est issu d'un pool génétique espagnol, et il est anciennement, historiquement, présent et développé dans le Midi. Et quand on parle justement de ces variétés autochtones, on est sur quel ordre de grandeur à la fois j'ai 6000 à l'échelle mondiale, c'est ce chiffre-là? Oui, tout à fait, c'est à peu près ce qu'on estime aujourd'hui comme diversité issue des anciens pays viticoles traditionnels, de Vitis vinifera, c'est-à-dire on part du Moyen-Orient jusqu'à à l'Europe centrale, en passant évidemment par l'Europe occidentale. Donc aujourd'hui, ce qu'on connaît à peu près comme variété dans les collections, dans les descriptions, dans les bases de données génétiques, etc., ça représente effectivement autour de 6000 cépages qui peuvent être très très divers en termes de diffusion. On ne parle pas évidemment de la diffusion aujourd'hui de cépages afghans ou yéménites, etc., qui ne sont quasiment plus présents. En tout cas, on ne va pas aujourd'hui faire des prospections ampélographiques dans ces pays, mais il y en a eu, mais qui sont plus présents aujourd'hui que dans des collections comme la grande collection française, qui est la plus grande du monde, qui est aujourd'hui maintient presque 3000 de ces variétés. Voilà. Et du coup, ce chiffre évolue encore. Ça veut dire qu'on découvre de nouvelles variétés au gré bah, justement d'exploration ou de recherche, tout simplement. Oui, tout à fait, hein. Si on parle des anciennes variétés, on en découvre un régulièrement, y compris encore en France, même si c'est de plus en plus rare parce que la France a un système original de maintien, de prospection, d'études finalement, et de conservation de sa diversité. Donc aujourd'hui, on organise encore des prospections dans beaucoup de régions en France chaque année. Donc cette année, moi, j'ai la chance de faire des prospections dans l'Aveyron. On va travailler avec les collègues de la Gironde pour travailler sur de très anciennes parcelles girondines, il en existe encore. On a du travail en commun aussi avec la Charente. Enfin, beaucoup des partenaires qui forment un réseau aujourd'hui, hein, dans toute la France, eh bien, mènent des prospections et de temps en temps, au détour d'une parcelle, ça nous est arrivé l'an dernier en Gironde, qui est pourtant un vignoble qui a été beaucoup travaillé, prospecté, sélectionné. On a trouvé une variété qu'on n'avait pas en collection, un profil génétique unique, dans une très ancienne parcelle. Et ça, bah, c'est vrai que ça devient un peu rare, mais aujourd'hui, c'est un peu la cerise sur un gâteau pour ces prospections, c'est de trouver une variété rare. Et après, le travail est de regarder comment elle s'insère dans les arbres généalogiques et si elle ne vient pas expliquer un chaînon manquant dans certaines parentés. D'un autre côté, il est probable aussi que, il est même plus que probable que dans tous les pays viticoles, presque tous les jours, il disparaît définitivement quelques anciennes ressources qui n'ont pas été collectées, identifiées, connues. Il en a disparu de très nombreuses, comme l'attestent les nombreuses lacunes dans les arbres généalogiques. Et effectivement, donc en France, on a, je crois, près de 600 variétés identifiées, même si vous en trouvez de temps en temps quelques-unes. Est-ce qu'il y a des régions qui concentrent particulièrement ces variétés?
Spontanément, on pense au sud-ouest, c'est le cas? Oui, oui, c'est le cas. On a 2 grandes régions, qui ne sont pas forcément des régions administratives parce que les trajets ampélographiques, on va dire se fichent un peu des frontières administratives, mais des en termes de grands bassins ampélographiques, on a le sud-ouest qui a été très, très riche pour de nombreuses raisons, et qui est toujours d'ailleurs très riche en variétés, locales, dont les appellations leur font la part belle, hein, il faut pas l'oublier. On a toujours tendance à voir ce qu'on a perdu ou oublié, mais quand même, bah, oui, il y a énormément de variétés autochtones qui sont mises à l'honneur dans les appellations du sud-ouest. Et on a toute ce qu'on appelle l'arc alpin, hein, les piémonts alpins, qui ont été aussi depuis l'époque antique des lieux de passage et de circulation, notamment le long des voies romaines, et qui sont aujourd'hui aussi de très hauts lieux de diversité. Voilà les deux grandes régions qui concentrent, on va dire, le plus en termes de nombre de cépages locaux qu'on a retrouvés, ce sont ces deux régions, quoi. Combien de pourcents à peu près des cépages qui sont concentrés sur ces 2 régions? On a une idée? Dans le sud-ouest, si les vignobles du sud-ouest qui représentent à peu près 6 à 7 aujourd'hui de la surface du vignoble français, ben, concentrent plus de 30 du nombre de cépages euh, qu'on connaît et qu'on reconnaît comme originaires de la France. Alors avant de poursuivre notre épisode, je vous propose une petite pause avec un quiz préparé par nos soins autour de la vigne et du vin. Donc naturellement, Olivier, c'est à vous de donner les bonnes réponses, mais vous aussi qui nous écoutez, n'hésitez pas à jouer. La première question, de quelle région est issu le cépage Meccle N? Alors je vous fais quand même des propositions. De l'Isère, des Hautes-Alpes ou du Val-de-Loire? Alors dans les anciens dans les anciens textes, le Meccle ou la Meccle, bon, on dit plutôt le Meccle apparemment, qui signifie mélange, comme mesclin, etc., s'appelait le Meccle de Bourgoin. Donc l'origine est probablement plutôt autour de l'Isère. Exactement, de l'Isère, près de Bourgoin-Jallieu, Saint-Chef et Saint-Savin, très précisément. Alors, deuxième question, qui est Pierre Gallet? Alors, c'est le père de l'ampélographie moderne qui a recensé plus de 10 000 cépages à travers le monde, le directeur de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, le célèbre auteur du dictionnaire encyclopédique des cépages, paru chez Hachette en 2000. Que me répondez-vous? Eh ben, il est au moins deux choses à la fois dans vos trois propositions. C'est une personne donc, qui était professeur à l'école d'agronomie de Montpellier, aujourd'hui fondation Supagro. Pierre Gallet a repris en main les descriptions, tous les critères de description pélographique, etc. Et durant des décennies de carrière, parce qu'il est mort très âgé, à presque 100 ans, il a travaillé toute sa vie à la description, à la nomenclature des variétés de vignes. Donc il a fait un travail colossal et entre autres il a publié de très nombreux ouvrages, souvent d'ailleurs quand il était en activité avec l'aide de ses élèves qui travaillaient pour lui et pour la bibliographie, et entre autres le dictionnaire encyclopédique des cépages qui est une de ses dernières œuvres très intéressante en termes on va dire, de corpus de connaissances de l'époque de Pierre Gallet, auquel aujourd'hui, évidemment, on peut encore se référer, même si la génétique moderne est passée par-dessus, comme une grosse moulinette, a confirmé beaucoup de choses, mais après a ouvert d'autres portes sur plein de domaines, quoi. Donc ce sont des bonnes réponses, vous avez tout à fait raison, réponse 1 et réponse 3. Et la dernière question, parmi ces propositions au sujet des lambrusques, qu'on appelle aussi vignes sauvages, lesquelles sont vraies? Petit A, elles peuvent atteindre jusqu'à 30 à 40 mètres de longueur. Petit 2, c'est une espèce menacée et officiellement protégée en France. Petit 3, l'INRA de Marseillan en conserve environ 400 spécimens. Et petit 4, elle colonise essentiellement les lisières forestières. Bon, je dirais que tout est vrai.
L'ensemble est vrai, effectivement. Alors les derniers, on va dire les populations relictuelles, c'est comme ça qu'on dit, parce qu'effectivement c'est une sous-espèce en danger, hein, de Vitis vinifera, celle qui nous a donné tous nos cépages emblématiques, que ce soit de cuve ou de table, jusqu'à une époque récente, avant que les hybridations avec des espèces exogènes commencent à être mises en œuvre. Eh bien, cette sous-espèce eh bien, a reculé parce que son habitat s'est réduit, aménagement des cours d'eau, puisque c'est une espèce effectivement de lisière de forêt et de bord de cours d'eau, aménagement de la forêt, exploitation des forêts, artificialisation des terres et grandes maladies importées à partir du 19e, mildiou, phylloxéra notamment. Donc petit à petit, eh bien, cette espèce a régressé. Elle est officiellement aujourd'hui, depuis je crois 1995, classée sur la liste des espèces protégées en France. On en trouve des belles populations parfois. On en trouve encore en France? Elle est Oui, protégée, effectivement? on en trouve D'accord. encore, on en trouve encore. On a eu un programme l'année dernière qui a été financé par le département du Tarn notamment pour recenser ces individus rares dans le département, et on en a recensé plus de 200. Analysés génétiquement, géolocalisés. Donc voilà, toujours en danger, un moindre coup d'épareuse, un arbre qui tombe, etc. Son arbre support, puisqu'elle grimpe aux arbres. Donc il y a des pieds qui régulièrement meurent, mais cette espèce est toujours présente et parfois on a la chance de tomber sur quelques belles populations. Je vous remercie donc pour ces explications sur les vignes sauvages. Pour continuer cet épisode, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est pourquoi ces variétés autochtones, locales, anciennes sont si précieuses et pourquoi tous ces efforts de conservation et d'identification et tout ce travail que vous réalisez. Il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, c'est parce que là aujourd'hui, bah, la production viticole dans tous nos anciens pays, elle repose sur des histoires. Sur des histoires, c'est le fameux storytelling dont parlent les Anglais. Eh bien, les variétés délaissées, locales, etc., font partie de cette histoire. Et de retrouver certaines variétés qui permettent aussi parfois d'éclairer des généalogies. Ça fait partie de l'histoire, ça donne un peu de grain à moudre aux viticulteurs pour raconter à leurs clients. Aujourd'hui, c'est pas facile, tout le monde le dit, de vendre du vin. Et des histoires comme ça, des histoires sur le devenir des variétés, sur l'évolution de l'encépagement, etc. Ça plaît énormément aux clients et aussi aux vignerons. Moi, j'ai tendance à dire que c'est toujours la rencontre d'une double curiosité. Quand on parle de variétés anciennes que plus personne ne connaît ou qui étaient uniquement des noms dans la littérature, eh bien, ça titille un peu la curiosité des vignerons et des consommateurs. Ça, c'est très important, ce patrimoine Donc local, redonner, voilà, du patrimoine, de l'histoire, du sens à ce qu'on fait, remettre en valeur un peu absolument. le travail des générations précédentes Ouais, aussi. absolument. Après, ben, il y a un intérêt aussi à produire du vin à partir de variétés que personne n'a vinifiées des fois depuis plusieurs centaines d'années, voire même que personne ou presque n'avait vinifié seul, puisque souvent ces anciennes variétés étaient en mélange dans les parcelles, hein. Et donc, on propose des produits, on peut proposer un vigneron qui est le premier à revinifier un cépage ancien, va proposer un produit qui va être un peu différent de ce qui se fait dans l'appellation d'à côté ou sur les IGP locales, etc. Dire ben voilà, ce cépage, le Berdoménel de l'Ariège, pour citer par exemple, je sais pas, un nom d'un cépage qui est en cours de travail pour nous, en cours d'évaluation, eh bien voilà, il avait complètement disparu, et ben voilà ce qu'il fait, il fait un vin aromatique, frais, léger, intéressant, voilà. Et donc ça, bah, il n'y a aucun problème pour intéresser des consommateurs avec ce type de discours. Donc c'est un produit un peu différent, nouveau. Donc là, on parle directement d'intérêt commercial en plus d'un intérêt patrimonial. On a parfois aussi dans cette population de variétés délaissées, pas toutes, hein, parce que parfois il y a des généralités qui ne sont pas bonnes, on a certaines variétés qui ont une carte à jouer dans le cadre, par exemple, des évolutions climatiques actuelles, des variétés plus tardives qui maintiennent de l'acidité, qui ont été rejetées parfois pour un de ces caractères, trop tardif, trop acide, etc., et qui aujourd'hui retrouvent tout un intérêt par rapport à ces choses-là. Donc là, directement, on est sur une solution technique partielle, hein, mais technique à un problème majeur actuel. On peut citer le cas du buisselet de Fronton, buisselet blanc qui avait complètement disparu, qui a été retrouvé il y a quelques années sur une très ancienne parcelle, et qui aujourd'hui fait une belle carrière chez les vignerons de Haute-Garonne parce que cépage tardif, acide, avec une belle puissance en bouche, hein, beaucoup de volume en bouche, cépage de haute qualité, autour duquel les vignerons envisagent de bâtir une appellation en blanc
hein, alors que ce cépage n'existait même pas dans nos collections il y a une quinzaine d'années encore. Voilà. Donc on a ça, et ensuite on a un dernier intérêt qui est un petit peu, on va dire, pas directement exploitable forcément aujourd'hui, mais qui est porteur de grands espoirs pour l'avenir, c'est que dans certaines de ces variétés, on peut trouver de façon aléatoire un trait d'adaptation, un trait de résistance, ce qui fait que là, une variété qui peut ne pas avoir d'intérêt technique direct aujourd'hui, eh bien, porte en elle quelque chose qui va nous intéresser parce que, on peut citer un cas, le cas de la Madeleine noire, cépage très précoce, pas du tout acide, qui est en juillet commence à être mangé par les oiseaux, qui n'a pas d'intérêt technique aujourd'hui évident, qui avait complètement disparu. Eh ben, on a trouvé là-dedans une résistance forte à la flavescence dorée, qui est un fléau majeur de nos vignobles, qu'on n'avait absolument pas soupçonné ailleurs à ce jour. Et il y a un gros travail à l'INRA de Bordeaux à ce jour, l'équipe de Sylvie Malembic, qui travaille sur ces traits de résistance et qui sont porteuses, on va dire, d'espoir par rapport à l'obtention par croisement de futures variétés qui portent cette résistance et qui peuvent amener une porte de sortie vers cette maladie qui oblige, malheureusement c'est le cas pour beaucoup de maladies, à traiter les vignobles quand elle est présente parce qu'elle est redoutable. Voilà. Donc voilà un peu en gros un intérêt, un paquet d'intérêts pour ces anciennes ressources, et avec, vous voyez, des préoccupations bien modernes. Et justement, donc, vous me disiez, c'est important de les conserver, de les inventorier. Et du coup, ça, c'est le rôle des conservatoires régionaux, c'est ça, Tout à d'avoir fait. cet inventaire. Et ça, il y en a partout en France. Tout à fait. Alors, la France a une organisation originale en termes de conservation de ses ressources viticoles, qui s'est pas décrétée comme ça, qui s'est mise en place petit à petit. D'abord par la création, à partir de 1949, de deux grands centres de diversité, de deux grandes collections, qui sont en 1949 le domaine de Vassal, la collection nationale, conservatoire national français, et même mondial aujourd'hui, parce que c'est de loin la plus grande collection du monde. Voilà, à partir d'une collection qui avait été initiée en 1879, en pleine crise phylloxérique, à l'école d'agronomie de Montpellier à l'époque, et qui a été déplacée dans son site actuel, donc à Marseilles-en-Plage, dans les Sables. Donc c'est cette grande collection qui a vocation on va dire, à accueillir la diversité tous azimuts, la diversité des cépages, des formes sauvages, des espèces étrangères, des cépages français, étrangers, etc., qui compte aujourd'hui à peu près 8000 génotypes différents, qui en fait de très très loin la référence génétique mondiale de la vigne. Et deuxième conservatoire 1962, conservatoire technique, conservatoire de la diversité multipliée, qui était l'Antave, qui est aujourd'hui le pôle national matériel végétal de l'Institut français de la vigne et du vin, et où sont conservés des milliers de clones de variétés sélectionnées, de cépages étrangers, soit inscrits au catalogue français, soit en cours d'inscription, en tout cas du matériel multipliable, multiplié, sélectionné, et qui est aujourd'hui le départ de tout ce qui se plante en France, hein, en termes de cépages et de clones, c'est-à-dire que c'est un conservatoire qui est à l'origine de la diffusion du matériel végétal et de sa sélection. Ça, ce sont les deux têtes de réseau. Et à Et partir après, de dans là, chaque région, c'est ça, on a aussi des conservatoires. voilà, s'est développé petit à petit un réseau qui compte aujourd'hui 40 partenaires dans toutes les régions viticoles. Alors ça peut être des interprofessions, des chambres d'agriculture, beaucoup, des centres régionaux de l'IFEV, ça peut être des centres INRA, des associations, enfin la forme juridique, on va dire, importe peu, mais les buts sont communs, les protocoles sont communs, et chacun dans ses régions travaille ses conservatoires, ses cépages, et donc on a aujourd'hui un réseau d'à peu près 180 conservatoires dans toutes les régions viticoles, qui représentent un peu la mémoire génétique de la diversité empélographique française. Et chaque année, comme je l'ai dit, il y a toujours des travaux qui visent à enrichir encore tout ce qui est conservé dans ces collections, et y compris pour certaines d'entre elles, par exemple, des conservatoires qui comportent des lambrusques pour sauvegarder un petit Les peu fameux les lambrusques. fameuses lambrusques. Voilà, tout à fait. Et justement, donc tous ces conservatoires répartis dans toutes les régions qui ont un rôle, vous nous l'avez dit, essentiel hein, pour le patrimoine, pour le travail de recherche. Quelles précautions on prend pour conserver sur un même site autant de variétés différentes? Ah, c'est une question fondamentale. Donc, il y a depuis les années 80 des protocoles, même 70, qui ont été édictés concernant les bonnes pratiques de la conservation, concernant le choix du site, un sol nécessairement vierge de vigne depuis le plus longtemps possible, des tests sanitaires, des identifications, des caractérisations. On parle de phénotypage hein, pour trouver les différences, etc. À la limite, après travailler et exploiter
les traits intéressants, hein, dans ces variétés. Donc, un ensemble effectivement de préconisations qui visent à rendre ces parcelles les plus pérennes possibles, les maintenir sous surveillance, et en termes du réseau, tout un travail de mémoire, de traçabilité, qui fait que les accessions aujourd'hui, tout ce qui est dans ces conservatoires, eh bien, est connu, il y a une base de données commune, etc. Et il y a un œil, on va dire, un petit peu général du réseau sur l'ensemble des collections, bien que chacun reste maître chez lui, évidemment, de ses collections, mais qui sont quand même intégrés, on va dire, dans un réseau immatériel de surveillance et de maintien des ressources génétiques. Voilà. Et il y a un enjeu aussi sur l'assainissement, si j'ai bien Alors, compris. l'enjeu, il est sur le côté sanitaire, effectivement. Dans les protocoles, on s'astreint à ne conserver que des ressources en bon état sanitaire, et c'est principalement par rapport aux viroses. Simplement, si on mélange du matériel sain avec du matériel virosé, ben, au bout d'un moment, très rapidement, selon les viroses, la présence des vecteurs, les sols, etc., tout finit par être malade. Donc l'objectif est de garder, d'abord d'installer des collections de matériel sain et de les garder saines, avec un monitoring, enfin un suivi sanitaire régulier, et des mesures de protection qui s'imposent, puisque ce sont des parcelles stratégiques. Donc malgré tout ça, la pression des maladies, ce sont des parcelles de vignes, hein, donc la pression des maladies dans les vignobles, elle est escalée, et on a régulièrement, des mesures de sauvegarde à mettre en œuvre, et ça c'est aussi le travail du réseau qui a trouvé des sources de financement, de financer un déplacement de conservatoires, opération très technique, il faut regreffer, tester, parfois passer par des phases d'assainissement, c'est-à-dire de culture d'apex, hein, de petits bourgeons, dans des enceintes climatiques, dans des tubes à essai, etc., pour régénérer, à partir d'un petit bourgeon, une plante saine à partir d'un pied qui s'est retrouvé virosé. Donc on a tout cet aspect sanitaire de surveillance et d'assainissement qui est effectivement un enjeu majeur. Très bien, alors on approche doucement mais sûrement de la fin de notre épisode. Dans les dernières questions que je voulais vous poser, vous me parliez du nombre impressionnant de cépages qui étaient conservés, de différentes variétés. Sur quels critères on s'appuie pour se dire celui-ci, on va le garder, celui-ci, finalement, pas trop d'intérêt? Est-ce que vous prenez tout en vous disant on ne sait jamais, peut-être qu'un jour on en aura besoin, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il y a quand même un choix qui s'opère parce qu'on ne peut pas non plus tout conserver? Alors, il est nécessaire d'abord d'expliquer qu'il y a deux niveaux de conservation. Au niveau cépage, donc conserver un cépage, ça veut dire tiens, on a un représentant d'un cépage, c'est conserver quelques pieds, on va dire conformes au type de ce cépage en collection. Et, et voilà, donc on peut avoir des collections de cépages où on aligne 100, 200, 400. Ici, on a 450 ou 480 cépages différents en collection, représentés chacun par 5 à 10 pieds. Bon. Et après, on a au sein d'un cépage la diversité intra-variétale, diversité clonale, où là, un cépage donné, à force de multiplication, etc., on a un certain nombre de mutations qui ont fait qu'on a des types différents. On a au sein du mosaque de Gaillac, des grappes compactes et des grappes très lâches. On a de multiples sélections, types différents de pinots qui ont été sélectionnés, certains pour les vins effervescents, d'autres pour les grands crus de Bourgogne, etc., parce qu'ils ont des caractéristiques très différentes. Donc, et là, si vous voulez, on s'astreint en termes de conservatoire de cépages à tout garder. On ne veut pas perdre de cépages, qui soient les plus anecdotiques ou les moins intéressants à l'heure actuelle possible. On les garde parce que, un, ils sont le reflet d'une histoire, et deux, ils peuvent avoir quelques traits d'adaptation très intéressants, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la Madeleine Noire. Et au niveau de la diversité clonale, dans les différentes régions où les cépages sont présents, on s'astreint aussi à garder la plus large diversité possible. Donc, le fait de dire qu'on garde tout, c'est pas tout à fait exact, puisqu'on a quand même beaucoup de comportements redondants. L'idée, c'est surtout d'essayer de ne rien perdre, ce qui nous amène y compris à conserver dans des conservatoires de clones des cépages, des clones improductifs, parce que des mutants sur les pièces florales, etc., qui ne font pas de production ou très peu de production, qui n'ont aucun intérêt pour les producteurs, ils nous pendraient si on leur mettait ça dans les mains, mais en termes d'intérêt génétique, de compréhension des mécanismes qui aboutissent à la formation de la baie, etc., c'est du matériel d'étude, et donc du matériel scientifique qu'on garde aussi. Donc on s'astreint à essayer de perdre le moins de choses possible, ce qui ne veut pas dire tout garder, mais un maximum. Quels sont les prochains projets pour vous et vos équipes au sein de l'IFV?
Alors moi, je peux parler d'un projet en cours puisqu'on parle de ressources anciennes, de vieux cépages, un projet qui s'appelle Ampélopatrie, patrimoine ampélographique du Sud-Ouest, qui a consisté d'un côté à implanter à la faveur d'autres projets des parcelles d'essai de variétés anciennes qui sont plus cultivées depuis très longtemps, et qui ne sont plus au catalogue, qui n'ont jamais été au catalogue français d'ailleurs, c'est-à-dire pas diffusées. Donc une trentaine de variétés en cours d'expérimentation sur 3 sites expérimentaux, avec évidemment des partenariats locaux sur les sites de Gaillac, de l'Aveyron et du vignoble de Fronton. Donc on est en 3e année de projet avec des vinifications. C'est un travail exploratoire très sympathique puisqu'on vinifie des variétés qui n'ont pas été vinifiées probablement depuis des siècles, au moins toutes seules. Dans ce projet, il y a aussi un volet qui me tenait beaucoup à cœur, c'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure d'état sanitaire. Eh ben, on a une vingtaine de variétés du Sud-Ouest, puisque connaître un encépagement, c'est d'abord travailler beaucoup sur son recensement pour dire ben voilà les ressources que j'estime comme étant historiques à cette région. Ben, on a une vingtaine de variétés qui n'ont jamais été retrouvées en bon état sanitaire et pour lesquelles on a pu financer des assainissements. Et donc, du coup, on n'a jamais pu les rentrer dans notre conservatoire régional. Elles sont conservées à part dans la collection nationale. On les a fait assainir et on les a implantés en conservatoire, ce qui fait que dans de prochains projets, on pourra redécouvrir ce qui est vraiment le dernier wagon de la diversité, c'est-à-dire des variétés qu'on n'a même jamais pu rentrer dans les collections régionales, tellement elles étaient malades. Voilà. Et là, les premiers résultats vont commencer à arriver quand, du coup, sur Alors les premiers résultats sont déjà acquis puisqu'on a déjà 2 années de mesures et de vinification et de dégustation. Il nous reste 1 année pour boucler un petit peu de façon fiable les résultats. On y rajoute, en plus de ce qui était prévu dans le programme, des photos, des descriptions pédographiques, des fiches techniques complètes sur ces variétés qui, à ce jour, à part quelques lignes dans des dictionnaires ampélographiques, n'ont pas grand-chose. Donc on va leur redonner un petit peu de visibilité et dans une prochaine étape peut-être d'autres implantations. Et après, au sein de l'IFEV, sur tout ce qui concerne le matériel végétal, là, on va dire que les fers au feu sont très nombreux, avec 2 grandes préoccupations qui sont les évolutions climatiques, fournir des armes à nos viticulteurs qui leur permettent d'atténuer un petit peu les effets de ce réchauffement par le choix de certaines variétés, certains clones, certains porte-greffes, donc énormément de caractérisation par rapport à des tenues, à des coups de chaleur, des tolérances au stress hydrique majeur, etc. Donc beaucoup de recherches de ce côté-là. Et l'autre côté, c'est tout ce qui est contournement des maladies, tolérance, résistance aux différentes maladies, toujours dans le but de limiter les intrants et de limiter en tout cas l'impact des maladies sur la production viticole, parce que l'impact des maladies, en dehors de la simple, on va dire, utilisation de produits phytosanitaires dont on parle beaucoup, l'impact des maladies, elle est majeure sur la quantité, sur la qualité, et donc les résistances naturelles qu'on peut trouver dans l'immense diversité de la vigne, ça constitue un axe de travail majeur pour l'IFEV, jusqu'à créer de nouvelles variétés, puisque des programmes de création variétale par croisement sont en cours, pour essayer de trouver, obtenir des nouvelles variétés qui aient un petit peu moins de faiblesse par rapport à toutes ces maladies. Voilà les grands axes, on va dire, aujourd'hui du matériel végétal, que ce soit sur des ressources anciennes, nouvelles, tout confondu, parce que tout se retrouve, les traits de résistance qu'on essaye d'intégrer dans les croisements, ils viennent de très loin. Ils viennent d'espèces sauvages qui sont là depuis des millions d'années, ils viennent de variétés anciennes dont on avait perdu la trace et qui nous amènent de temps en temps quelques trésors, comme des résistances très importantes. Voilà, tout ça, entre les généticiens, les ampélographes et les techniciens de terrain, tout le monde est un peu en ligne pour essayer de valoriser cette énorme diversité. Et alors, pour terminer, je vous laisse un mot de conclusion. Simplement que ce sont des travaux à long terme qui vont chercher loin en arrière dans l'histoire évolutive de nos variétés et qui probablement nous amènent encore loin en avant dans les perspectives de ce qu'on peut en attendre. Donc on a énormément d'outils à trouver par les généticiens, les physiologistes, par aussi tous les développeurs de techniques, les analyses très fines qui sont permises aujourd'hui, la bioinformatique, etc. Donc c'est forcément des travaux de très longue haleine. Un exemple, un petit peu, un focus, c'est les conservatoires. Les conservatoires, il faut conserver les conservatoires. Donc ce sont des parcelles qu'il faut financer,
année après année, presque à fond perdu, puisqu'on les cultive et on n'a pas un intérêt immédiat à cultiver cette parcelle. Mais c'est un investissement. Voilà, c'est un investissement essentiel pour l'avenir. Donc c'est juste pour dire que voilà, le travail est à long terme. On est content quand il y a des étapes qui débouchent, comme la remise en culture d'un vieux cépage qui marche, qui permet une activité économique dans un secteur, qui permet un foisonnement, et c'est incroyable des fois l'enthousiasme qu'on voit des viticulteurs par rapport à ces domaines-là. On est content, mais on sait que bon, bah, la ligne d'arrivée, on la verra pas, on n'est que de passage, et puis bah, ces ressources, elles sont là pour longtemps, et les résultats, il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup encore à l'avenir. Merci beaucoup, Olivier Llobregat, d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nous. Et avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les variétés autochtones, vous pouvez aller visiter le site du conservatoire de l'INRAE de Vassal qui contient beaucoup d'archives et beaucoup d'informations sur ce sujet. Vous pouvez également vous rendre sur le site plantegrape.fr qui est le catalogue des vignes cultivées en France avec beaucoup de descriptions et d'informations techniques. N'hésitez pas également à suivre l'IFV sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube. Et naturellement, vous pouvez également écouter les autres épisodes de Savoir le podcast Vigne Vin qui sont disponibles sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À très bientôt.